De nos jours, nous jetons souvent les choses avec beaucoup trop de légèreté. Les racines d'oignons verts ou les gousses d'ail qui commencent à germer dans un coin de la cuisine finissent généralement directement à la poubelle sans y penser. Mais pour grand-mère, elle représentait le prochain repas gratuit. Ces parties apparemment inutiles étaient replantées sur le rebord de la fenêtre ou dans les plates-bandes du jardin à l'arrière, ou utilisées pour nourrir le sol et le rendre plus fertile. Alors que les prix des denrées alimentaires continuent d'augmenter, cette habitude d'utiliser ce que nous avons et d'être autosuffisant est plus pratique que jamais. Le gingembre, c'est la chose numéro 1 que vous ne devriez pas jeter. Un morceau de gingembre oublié qui a déjà de petites pousses est en fait le début d'un trésor médicinal. Il n'est pas seulement destiné à la cuisine ou à une boisson contre le rhume. Le jus de ces vieilles racines de gingembre, lorsqu'il est dilué, est un excellent spray naturel pour se débarrasser des champignons ou des taches noires tenaces sur les feuilles des plantes. Dans la culture amish, le gingembre est également un remède très précieux contre les douleurs aux genoux. Nous pouvons utiliser des morceaux de la racine qui ont déjà des yeux ou de petites bosses prêtes à pousser. Coupez simplement le gingembre en petits morceaux, de sorte que chacun ait au moins 1 ou 2 pouces. Laissez ensuite la surface coupée sécher naturellement pendant la nuit, afin qu'elle ne pourrisse pas au contact de la terre. N'oubliez pas de vous assurer que ces pousses pointent toujours vers le haut, vers la lumière. Après environ 4 mois, vous pouvez commencer à récolter de petits morceaux, ou attendre 8 à 10 mois pour obtenir la grande racine entière. Cela permet d'économiser beaucoup d'argent lors des courses, et vous fournit du gingembre frais, bien plus sain que celui du magasin. Alors ne laissez pas ces bonnes choses se perdre. L'eau de cuisson des légumes. Après chaque repas, l'eau de cuisson des pommes de terre, des carottes, du chou ou des radis est souvent versée dans l'évier. Mais pour grand-mère, c'était la vitamine liquide la plus précieuse. La science a prouvé que l'eau des légumes est pleine de nutriments dissous tels que le potassium, le phosphore, le magnésium et de nombreux autres minéraux libérés par les légumes lors de la cuisson. Elle agit comme un tonique instantané qui aide les feuilles à prendre un verre plus profond, rend les tiges plus vigoureuses et est particulièrement efficace pour aider les plantes fraîchement rempotées ou flétries par le soleil brûlant à se rétablir rapidement. Vous devez la laisser refroidir complètement et ne jamais ajouter de sel ou d'épices lors de la cuisson. Versez cette eau 1 ou 2 fois par semaine directement autour des racines pour que les plantes puissent absorber toutes ces bonnes substances. Un autre petit conseil est que l'eau de céleri refroidie est une merveilleuse source de potassium et de calcium pour les plantes d'intérieur, les aidant à rester luxuriantes sans avoir besoin d'engrais chimiques. Le marc de café. L'arôme du café matinal ne fait pas que nous réveiller, c'est aussi une invitation très tentante pour les organismes bénéfiques du sol. Le marc de café restant après l'infusion est un trésor que grand-mère conservait toujours pour nourrir le jardin. Pour ce faire, il vous suffit de saupoudrer une fine couche de marc de café autour de la base de vos plantes ou de le mélanger à la terre pour aider les microbes locaux à se développer vigoureusement. Le marc de café contient beaucoup d'azote et de nutriments essentiels pour les plantes et il augmente également légèrement l'acidité du sol, créant ainsi un habitat idéal pour elles. Fait intéressant, l'odeur attire les vers de terre. Ces laboureurs assidus aident à améliorer la structure du sol, le rendant beaucoup plus meuble et aéré. Si vous cultivez des plantes qui aiment les sols légèrement acides, comme les roses ou les hortensias, le marc de café est encore plus utile car il peut augmenter lentement l'acidité du sol au fil du temps. N'oubliez cependant pas de l'utiliser avec modération et d'observer comment vos plantes réagissent. La cendre de bois. Après avoir rempli sa fonction de réchauffer la maison lors des froides journées d'hiver, la cendre restante poursuit sa deuxième mission dans le jardin de grand-mère. La cendre de bois fournit des minéraux précieux comme le potassium et le calcium qui aident les plantes à construire une structure solide et à renforcer leur système immunitaire. Un autre effet magique est que la cendre de bois aide à augmenter le pH des sols acides, tout en formant une barrière protectrice efficace contre les escargots et les limaces. Comme la surface de la cendre est sèche et rugueuse, avec des bords tranchants microscopiques, les limaces n'oseront pas ramper dessus pour attaquer vos jeunes plantes. Une remarque très importante est que vous devez utiliser des cendres de bois de chauffage naturel et non de bois peint ou traités chimiquement. Ensuite, il vous suffit de saupoudrer une très fine couche de cendre le long des rangées de légumes verts ou autour de la base des arbres fruitiers et de la laisser continuer à nourrir les plantes. C'est une méthode à la fois respectueuse de l'environnement et qui utilise les déchets de la combustion du bois pour prendre soin des plantes de la manière la plus naturelle qui soit et sans produits chimiques. La citronnelle. Que préférez-vous faire avec de la citronnelle ?
Un bol fumant de tom yum aigre piquant ou du poulet grillé à la citronnelle qui dégage un merveilleux parfum d'herbe. Dans de nombreux États, abritant de grandes communautés asiatiques comme la Californie ou dans des villes comme Houston, la citronnelle apparaît dans tout. Des soupes et viandes grillées aux marinades pour barbecue. Mais au lieu d'acheter constamment de la citronnelle au supermarché, grand-mère avait une méthode simple pour avoir un buisson entier directement à la maison, en commençant par la base qui est normalement jetée. Lorsque vous achetez de la citronnelle, choisissez simplement les tiges sur lesquelles les racines sont encore attachées. Après avoir utilisé la partie supérieure pour cuisiner, conservez la partie inférieure, qui devrait mesurer environ 10 à 15 cm de long. Retirez la couche extérieure sèche. Plongez ensuite l'extrémité de la racine dans un verre d'eau peu profond et placez-le près d'une fenêtre avec de la lumière naturelle. Après environ 1 ou 2 semaines, de nouvelles racines blanches pousseront. Lorsque les racines sont assez longues, plantez la plante dans un pot avec une terre meuble et bien drainée. Quelques mois plus tard, à partir d'un reste, vous aurez un buisson de citronnelle luxuriant que vous pourrez récolter à tout moment. Ce n'est pas tout. Les feuilles de citronnelle peuvent être utilisées pour préparer un thé fort pour laver le sol, ou diluées comme spray pour éloigner les moustiques. Les huiles naturelles de la citronnelle aident à éloigner les insectes sans produits chimiques. Essayez ceci à la maison, les coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs sont généralement jetées après utilisation, mais peu de gens savent qu'elles possèdent un pouvoir énorme pour protéger les plantes. Après utilisation, lavez simplement la coquille dure. Retirez la membrane visqueuse et utilisez-la directement dans votre jardin. Vous pouvez utiliser les coquilles d'œufs comme de mignons petits pots de semis pour les graines ou les écraser pour les saupoudrer autour de la base de vos plantes. Le pouvoir des coquilles d'œufs repose sur leur teneur en carbonate de calcium de plus de 90%, qui fournit un calcium essentiel pour aider les parois cellulaires des plantes à se développer solidement. C'est particulièrement important pour prévenir la pourriture des racines ou l'éclatement des fruits pendant la croissance de la plante. Mieux encore, ces morceaux de coquilles d'œufs écrasés forment une barrière tranchante qui dissuade efficacement les limaces et les escargots d'attaquer les jeunes feuilles tendres. Grand-mère suggérait souvent de saupoudrer des coquilles d'œufs autour de la base des fraisiers pour protéger les baies juteuses des escargots et garder la récolte parfaite. Les restes de lait. Dans les moments difficiles, c'était une vraie honte de laisser le lait tourner. Beaucoup de gens le jetaient simplement à regret. Mais s'ils avaient connu les méthodes de grand-mère plus tôt, ils auraient peut-être choisi une autre voie. En fait, le lait gâté contient encore de nombreuses bonnes bactéries, de l'acide lactique et des nutriments qui peuvent aider à stopper les champignons des plantes et à nettoyer la surface des feuilles. Diluez simplement le lait dans une proportion de 1 à 9 avec de l'eau. Versez-le dans un flacon pulvérisateur et vaporisez légèrement les deux côtés des feuilles, surtout tôt le matin ou pendant la fraîcheur de l'après-midi. Ce mélange aide à limiter la croissance des moisissures, réduit les taches de maladie sur les feuilles et crée un fin revêtement qui donne aux feuilles un aspect plus frais. L'odeur initialement aigre disparaît rapidement une fois qu'elle sèche et ne nuit pas à la plante si elle est correctement diluée. C'est une astuce simple pour l'entretien des plantes avec des ingrédients déjà présents dans la cuisine, sans avoir besoin de produits chimiques. Au lieu de le jeter, le lait gâté peut avoir une seconde chance de nourrir le jardin. C'est l'une des façons les plus inattendues d'utiliser les déchets pour insuffler la vie aux plantes. Les pelures d'oignons. La fine pelure sèche et papyracée d'un oignon est souvent jetée. Mais pour grand-mère, c'était l'ingrédient d'un thé de beauté pour les plantes. Grand-mère ramassait les pelures d'oignons, les faisait tremper dans de l'eau bouillante et les laissait reposer toute la nuit pour que tous les précieux nutriments se dissolvent dans l'eau et forment un engrais liquide, brun clair. Ce thé contient beaucoup de potassium, ce qui aide les tiges des plantes à pousser plus solidement, renforce les racines et encourage les fleurs à s'épanouir de manière plus éclatante. Parfois, grand-mère enfouissait également ces pelures sèches directement dans la terre, afin qu'elles se décomposent lentement et libèrent des nutriments pour les plantes tout au long de la saison. Les pelures d'oignon ne sont pas seulement une protection pour le bulbe de l'oignon, elles sont aussi une source de vie pour d'autres pousses lorsqu'elles sont rendues à la terre. Cette méthode est simple, mais efficace et tire le meilleur parti de choses qui semblent sans valeur dans la cuisine. Chaque fois que vous arrosez avec du thé de pelure d'oignon, le jardin a l'impression de recevoir une nouvelle source d'énergie, saine et pleine de vie. Le céleri.
Le céleri n'est pas seulement un légume qui donne un arôme fantastique aux soupes et aux ragoûts. Il est également connu pour favoriser la digestion, rafraîchir le corps et apporter des minéraux naturels comme le potassium, le calcium et le magnésium. Le jus de céleri frais est utilisé depuis longtemps par de nombreuses familles comme boisson matinale pour que le corps se sente plus léger et plus éveillé. Dans le jardin, le céleri est tout aussi utile. Les feuilles, réduites en purée et diluées avec de l'eau, peuvent être utilisées comme un léger spray pour les plantes afin de repousser certains insectes grâce à leur parfum unique. Et l'eau de cuisson du céleri refroidi devient une douce source de minéraux pour les plantes d'intérieur. Ce qui est particulier, c'est que vous pouvez faire pousser une toute nouvelle plante à partir de la base même que vous jetteriez normalement et la récolter de nombreuses fois. Conservez le morceau de base inférieur. Placez-le, côté coupé vers le haut, dans un petit bol d'eau tiède, de sorte qu'il soit immergé à peu près à moitié. Placez ensuite le bol dans un endroit ensoleillé et changez l'eau régulièrement. Après environ 2 semaines, des pousses vertes germeront du centre et de petites racines commenceront à s'étendre. Lorsque cela se produit, plantez simplement la plante dans un pot avec un terreau biologique riche en nutriments afin qu'elle puisse se développer en de nouvelles tiges délicieuses, bien plus aromatiques que celles achetées. Les pots de bananes mûres étaient le cadeau le plus doux que grand-mère offrait aux plants de tomates et de poivrons du jardin pour qu'ils portent plus de fruits et deviennent plus juteux. Grand-mère coupait souvent les pots de bananes en petits morceaux et les enfouissait directement sous la base de la plante, ou les faisait tremper dans l'eau pendant quelques jours pour préparer un thé de banane riche en potassium, en phosphore et en calcium essentiel. Cette riche source de nutriments aide non seulement la plante à renforcer son immunité, mais favorise également fortement le processus de floraison et de fructification. En se décomposant, la peau de banane aide également le sol à retenir l'humidité et devient un habitat idéal pour les microbes bénéfiques. C'est un substitut parfait et totalement gratuit aux engrais chimiques, coûteux et très sûrs pour l'environnement. Dans les souvenirs de nombreuses personnes, les plants de tomates de grand-mère, lourdement chargés de fruits, étaient toujours associés à ces morceaux de peau de banane soigneusement enfouis dans la terre. Une peau de banane après une collation n'est pas simplement un déchet, c'est un carburant précieux pour une récolte abondante. Le carton. Dans la remise de grand-mère, les vieilles boîtes en carton n'étaient jamais jetées à la poubelle sans raison. Grand-mère les aplatissait et les posait sur les parcelles de terre où les mauvaises herbes prenaient le dessus. Ensuite, elle les recouvrait d'une épaisse couche de paillis organique pour les maintenir en place. Ce carton épais agit comme un bouclier complet contre la lumière du soleil, de sorte que les graines de mauvaises herbes ne peuvent pas pousser et sont tuées dès la racine. L'humidité et l'obscurité sous le carton agissent également comme un aimant pour les vers de terre. Ils mangent la cellulose du papier et creusent constamment, rendant le sol meuble, aéré et beaucoup plus fertile. Dans les coins sombres et humides, grand-mère plaçait aussi habilement des spores de champignons entre des couches de carton humides, pour les utiliser comme un habitat idéal pour la culture de champignons directement à la maison. Cela transforme un déchet en un outil d'amélioration du sol totalement gratuit, qui garde les plates-bandes du jardin propre et riche en nutriments sans avoir besoin de désherber ou d'utiliser des produits chimiques nocifs. La paille et les feuilles mortes. Beaucoup de gens balaient des tas de feuilles jaunes tombées comme si elles étaient une nuisance, sans savoir qu'elles sont un trésor pour le sol. Lorsque le vent d'automne soufflait des feuilles sèches dans la cour, notre grand-mère les répartissait doucement autour de la base des arbres fruitiers et le long des rangées de légumes comme une couverture naturelle. Ces couches de feuilles et de paille sèches agissent comme un paillis organique pour garder les racines au chaud quand il fait froid et empêchent également le sol de perdre de l'eau trop rapidement les jours secs. Ainsi, le sol reste toujours à un niveau d'humidité constant et ne subit pas le choc des variations soudaines de température. Pour les plates-bandes de fraisier, la paille dorée est encore plus importante. Elle surélève les baies mûres du sol humide, les gardant propres et réduisant considérablement la pourriture. Au fil du temps, les feuilles sèches et la paille pourrissent et se transforment en un paillis riche en nutriments qui améliore le sol et prévient l'érosion lors de fortes pluies. Quelque chose qui était autrefois considéré comme un déchet s'avère être un maillon important dans le cycle de la nature. Les feuilles ne quittent la branche que pour revenir et nourrir les racines. Et sous cette couverture dorée, chaque petite pousse est protégée de manière constante et chaleureuse.
le curcuma. À partir de quelques morceaux de curcuma restants, après la cuisine, vous pouvez récolter des racines de curcuma fraîches et éclatantes, riches en curcumine et totalement propres. Le curcuma n'est pas seulement une épice pour la cuisine, c'est aussi une médecine naturelle précieuse. Le jus de vieux curcuma a de fortes propriétés antibactériennes et peut être dilué et vaporisé sur les feuilles pour contenir en toute sécurité les champignons et les taches de maladie. Même la plante de curcuma elle-même, avec ses larges feuilles vertes, est assez jolie pour égayer un coin du jardin. La plantation est très simple. Conservez des morceaux de racines avec des pousses distinctes. Coupez-les en petits morceaux, de sorte que chacun ait au moins une pousse. Laissez l'extrémité coupée sécher naturellement pendant la nuit pour éviter la pourriture. Enfouissez-les ensuite à environ 5 cm de profondeur dans une terre humide et bien drainée. Avec des soins patients et un arrosage régulier, ces restes que vous preniez pour des déchets deviendront une plante de curcuma complète sous terre après environ 8 à 10 mois. Cultiver du curcuma à la maison vous offre non seulement une source d'épices propres, mais c'est aussi une façon d'apprécier chaque petit morceau dans la cuisine, où rien n'est vraiment gaspillé si nous savons comment recommencer. Les essuie-tout, même les essuie-tout humides usagés, trouvent une nouvelle fonction dans le plan de plantation de grand-mère en tant que testeur de vie simple mais efficace. Grand-mère plaçait les graines qu'elle voulait semer entre deux couches d'essuie-tout humides sur une petite assiette pour les regarder germer. Si, après seulement quelques jours, elle voyait de minuscules racines blanches sortir, cela signifiait que ces graines étaient encore pleines de vie et prêtes pour la terre. De cette façon, elle évitait de gaspiller des efforts et de l'espace dans le jardin en plantant accidentellement de mauvaises graines, et s'assurait que chaque endroit du jardin pousserait vert et fort. L'essuie-tout humide maintient une humidité constante autour de la graine et crée l'environnement parfait pour réveiller les enzymes de croissance à l'intérieur. C'est une astuce petite mais très scientifique qui aide les jardiniers à gérer les graines avec précision et à gagner du temps dès le début de la saison. Ces premières petites pousses qui germent du papier blanc sont un début plein d'espoir pour un jardin luxuriant et coloré. Les pommes de terre. À partir d'une seule pomme de terre germée dans le panier, vous pouvez obtenir une toute nouvelle récolte après seulement quelques mois. Chacune de ces petites pousses peut devenir une plante saine. Et après environ 3 à 4 mois, vous pouvez déterrer 5 à 10 pommes de terre fermes de la terre meuble. Ce n'est pas tout, les épluchures de pommes de terre sont aussi de l'or pour le jardin. Les épluchures contiennent beaucoup de potassium, un nutriment important qui aide les plantes à produire des fleurs plus grandes, aux couleurs plus profondes, et renforce leur immunité naturelle. Lorsqu'elles sont compostées avec d'autres déchets organiques storpés ou trempées pour créer un liquide d'arrosage, les épluchures de pommes de terre aident à améliorer le sol et à nourrir les microbes bénéfiques. La plantation est très simple. Coupez simplement la pomme de terre en morceaux avec environ 1 ou 2 yeux. Laissez la surface coupée sécher naturellement pendant un jour ou deux pour empêcher la pénétration de bactéries avant de les planter profondément dans la terre. Une petite remarque, vous devriez utiliser des pommes de terre biologiques, car les pommes de terre ordinaires peuvent avoir été traitées avec des produits chimiques pour empêcher la germination. Ces méthodes simples ont été une bouée de sauvetage pendant les dures années de la Grande Dépression, lorsque chaque œil de pomme de terre cultivé n'était pas seulement une nouvelle pousse, mais l'espoir d'un repas plus copieux sur la table. L'ail. L'ail est à la fois une épice familière dans la cuisine et un moyen naturel de protéger les plantes des parasites. Grâce à l'allicine qu'il contient, qui possède des propriétés antibactériennes et un parfum fort, l'ail peut repousser les pucerons, les chenilles et certains insectes nuisibles, sans blesser les insectes utiles comme les abeilles. Pour cultiver de l'ail, choisissez de grosses gousses fermes, en particulier celles qui ont déjà germé. Plantez chaque gousse à environ 5 cm de profondeur avec l'extrémité pointue vers le haut, idéalement en automne afin que la plante pousse naturellement pendant la saison froide. Après une saison, chaque gousse se développe en un bulbe complet avec environ 8 à 12 nouvelles gousses. Outre la culture pour le bulbe, l'ail peut également être utilisé comme spray biologique en le réduisant en purée, en le mélangeant avec de l'eau et en ajoutant un peu de savon liquide pour qu'il adhère mieux, puis en le vaporisant sur les feuilles lorsque des pucerons apparaissent. Vous pouvez planter de l'ail avec des roses ou des légumes qui sont souvent attaqués par les pucerons pour éloigner les parasites. Les pelures d'ail sèches peuvent également être enfouies pour réduire les souris ou les coléoptères dans le sol. C'était à l'époque l'une des armes les plus puissantes pour la cuisine et le jardin de grand-mère. Les déchets de poissons. Ces arêtes,
têtes et déchets de poissons restants après un repas sont souvent gaspillés, car ils n'ont plus beaucoup de valeur pour notre santé. Mais si vous avez un jardin, c'est en fait un tonique naturel très précieux pour le sol et les plantes. Grand-mère ramassait ces choses, puis creusait un trou assez profond près de la base des arbres fruitiers ou des plantes vivaces et les enfouissait en les recouvrant fermement de terre. Au fil du temps, le poisson pourrit lentement dans le sol et fournit de l'azote et de nombreux minéraux naturels qui aident la plante à pousser plus fort. Cette source de nutriments aide les feuilles à prendre un verre plus profond, les tiges à devenir plus solides et les fruits à être plus aromatiques. En même temps, la décomposition améliore la structure du sol, le rendant plus meuble et plein de microbes bénéfiques en utilisant des sources organiques pour fournir des nutriments organiques aux plantes. De cette façon, grand-mère a gardé le jardin fertile pendant de nombreuses générations, sans avoir besoin d'engrais chimiques ou de méthodes modernes. Les sachets de thé usagés. Après avoir savouré une tasse de thé, grand-mère séchait les sachets de thé et les enfouissait près des racines des plantes du jardin pour améliorer le sol. Les feuilles de thé à l'intérieur contiennent des matières organiques naturelles qui aident à rendre le sol plus fertile et à faire pousser les plantes de manière luxuriante et verte. En pourrissant, les feuilles de thé ajoutent une douce quantité de nutriments et ne choquent pas la plante comme peuvent le faire certains engrais puissants. De plus, la texture spongieuse des feuilles de thé aide à très bien retenir l'humidité et agit comme un petit coussin autour des racines, empêchant le sol de se dessécher trop rapidement les jours de grande chaleur. En été, ces feuilles de thé aident à maintenir une humidité constante et empêchent la plante de se flétrir en raison d'une perte d'eau soudaine. Si le sachet lui-même est fait d'un matériau biodégradable, ils se font également dans le sol et l'aident à être plus aérés, de sorte que les racines peuvent mieux s'étendre et respirer. À partir d'un seul minuscule sachet de thé après l'heure du thé, vous pouvez améliorer votre sol naturellement et presque gratuitement. Une tasse de thé est bonne pour votre santé et votre esprit. Et ensuite, les feuilles de thé continuent de nourrir la santé et l'esprit du sol. Les vieilles fenêtres. Grand-mère transformait toujours les vieilles vitres ou les cadres de fenêtres, jetés en mini-serres très créatives, pour protéger ses légumes verts pendant les mois d'hiver glaciaux. En combinant le verre avec un peu de bois de récupération, elle construisait des châssis froids, robustes, qui absorbaient autant de chaleur solaire que possible et protégeaient les semis du gel. Grâce à ces structures simples, la température à l'intérieur était toujours plus élevée qu'à l'extérieur, ce qui lui permettait de commencer la saison plus tôt et de récolter des légumes tannés verts pour la famille plus longtemps. C'est une façon très astucieuse de réutiliser des matériaux de construction, de réduire les déchets dans l'environnement et en même temps d'économiser le coût d'une serre coûteuse. La lumière du soleil brillant, à travers le vieux verre, illuminait les pousses tendres à l'intérieur et créait un endroit chaud et sûr pour la croissance des plantes. L'utilisation de vieilles fenêtres permettait non seulement d'économiser de l'argent, mais ajoutait également une touche de beauté à l'ancienne au jardin. Les couronnes d'ananas. La couronne de feuilles vertes sur un ananas est généralement coupée, mais entre les mains talentueuses de grand-mère, elle pouvait devenir une magnifique plante d'intérieur et même porter des fruits après quelques années. Grand-mère dévissait soigneusement la partie supérieure. Elle épluchait quelques-unes des feuilles inférieures pour exposer la tige blanche et laissait l'extrémité coupée sécher pendant une journée avant de la planter dans un pot avec de la terre sablonneuse. La plante d'ananas qui repousse croît lentement, mais elle est très robuste et donne à la véranda ou à un coin de balcon ensoleillé un aspect tropical frais. Pour encourager l'ananas à fleurir et à porter des fruits plus rapidement, grand-mère plaçait quelques tranches de pommes mûres autour de la base. Le gaz éthylène naturel des pommes agit comme un catalyseur magique pour ce processus. Après environ 2 à 3 ans de soins patients, nous pouvons déguster un ananas cultivé à la maison, doux et parfumé. Cultiver un ananas à partir de la couronne est une leçon de patience et de la capacité étonnante des plantes à reprendre vie à partir de parties apparemment inutiles. Chaque longue feuille d'ananas est un symbole de la vie forte et de la fierté de la nature sous les soins d'un être humain. Les vieux objets, les vieilles serviettes, les seaux en plastique fissurés ou les pots de lait vides étaient toujours soigneusement conservés par grand-mère pour être utilisés comme manteau chaud pour les semis les nuits où le gel était prévu. Grand-mère retournait ces objets sur les pousses tendres pour conserver la chaleur du sol et empêcher le froid de geler et d'endommager les cellules de la plante.
avec juste un geste rapide la nuit, et en se rappelant de les enlever le lendemain matin pour que la plante reçoive du soleil, grand-mère protégeait avec succès son dur labeur à travers les périodes les plus rudes. C'est une façon simple de tirer le meilleur parti des choses de la maison qui n'ont plus de valeur pour un jardinage durable. Ces objets n'étaient plus des déchets, ils devenaient des protecteurs silencieux qui aidaient la vie fragile à survivre au premier vent au froid. Cette façon de faire montre que rien n'est totalement inutile si nous savons comment l'utiliser au bon moment et au bon endroit. Cette attention minutieuse était le secret pour garder le jardin de grand-mère luxuriant, quel que soit le temps. Les miettes de pain sec, les morceaux de pain durs et secs, ou ceux dont la date de péremption était dépassée, étaient souvent émiettés par grand-mère et enfouis autour de la base des plantes, comme une riche source de nourriture pour la vie souterraine. La fermentation naturelle de l'amidon du pain dans le sol aide à nourrir les microbes et les champignons bénéfiques, rendant la terre plus fertile et pleine de vie. C'était la façon de grand-mère d'améliorer la structure du sol en douceur et efficacement, sans avoir besoin de microbes achetés à prix d'or ou de stimulants chimiques. Les miettes de pain fournissent beaucoup d'énergie aux minuscules créatures et les aident à travailler plus dur pour décomposer la matière organique en nutriments pour les plantes. L'utilisation de pain sec montre un respect pour chaque morceau de nourriture qui a été produit et ne laisse rien se perdre. Ces miettes qui se fondent dans le sol sont comme un être humain qui partage avec toutes les créatures sous les arbres verts. Les pierres et les petits restes de gravats. Grand-mère ramassait toujours de petits cailloux ou des gravats pour en déposer une fine couche au fond d'un pot, avant d'ajouter de la terre pour les plantes. Cette couche de pierre crée l'espace nécessaire pour que l'excès d'eau s'écoule facilement, empêchant ainsi complètement l'engorgement, la cause principale de la pourriture des racines et de la mort des plantes en pot. Cette aération donne aux racines un habitat sain où elles peuvent respirer et pousser plus fort pour absorber les nutriments. C'est une astuce de jardinage très importante qui garde les fleurs et les légumes en sécurité lors de fortes pluies ou si vous arrosez accidentellement trop. Les restes de pierre ne sont pas seulement des objets inanimés. Entre les mains de grand-mère, ils devenaient une base solide pour la croissance saine des plantes dans de petits espaces. Les tiges de basilic. Le basilic est une herbe très facile à multiplier, et grand-mère le faisait directement dans de jolis petits verres d'eau sur le rebord ensoleillé de la fenêtre. Elle cueillait des tiges de basilic fraîches d'environ 10 cm de long, retirait les feuilles inférieures, les mettait dans l'eau et changeait l'eau régulièrement jusqu'à ce que les racines mesurent environ 5 cm de long. Ensuite, elle plantait la plante dans un pot avec de la terre pour avoir plus d'air fraîche et aromatique pour les repas de famille tout au long de la saison. Planter du basilic à côté des tomates éloigne non seulement efficacement les mouches des fruits, mais est également censé donner un goût encore meilleur aux tomates lorsqu'elles mûrissent. Cultiver à partir d'une bouture signifiait que grand-mère avait toujours du basilic frais sans avoir à en acheter souvent, ce qui permettait d'économiser de l'argent et de s'assurer que les herbes étaient toujours propres. Le basilic n'est pas seulement une épice, c'est aussi un excellent compagnon pour protéger les autres plantes du jardin contre les parasites. Le gros sel. Le gros sel de la cuisine était parfois aussi utilisé par grand-mère comme une méthode très efficace pour désherber et traiter les champignons des feuilles, si l'on savait utiliser la bonne quantité. Grand-mère saupoudrait du sel directement dans les fissures des briques ou sur les allées pour perturber l'équilibre hydrique, ce qui desséchait et tuait rapidement les mauvaises herbes, sans utiliser de produits chimiques nocifs. Une cuillère de sel diluée dans 1 litre d'eau était également utilisée par grand-mère pour vaporiser les feuilles, afin de stopper la croissance des spores de mildiou. Cependant, elle mettait toujours en garde contre l'utilisation de sel près des racines des plates-bandes de légumes, car cela peut durcir le sol et nuire gravement aux plantes. Le sel est un outil puissant dans le jardinage qui nécessite du soin et des connaissances pour apporter les meilleurs avantages au jardin. Les allées débarrassées des mauvaises herbes grâce au gros sel donnaient au jardin un aspect soigné et ordonné sans beaucoup de travail acharné ni le coup des désherbants. Les fraises. La renaissance d'une fraise à partir de la peau du fruit mûr est l'une des astuces de jardinage magique que grand-mère partageait souvent pour cultiver efficacement plus de plantes. Elle coupait soigneusement de fines bandes de la peau de la fraise, là où se trouvent les minuscules graines, les plaçait sur un plateau de terre humide et les mettait dans un endroit lumineux pour les encourager à germer. Après seulement 2 à 3 semaines, de petits plants de fraisiers commençaient à apparaître, promettant de créer une nouvelle plate-bande de fraisiers verts grâce à des stolons vigoureux.
Pour protéger les baies juteuses et mûres des escargots, grand-mère saupoudrait des coquilles d'œufs écrasées autour de la base de la plante pour créer une clôture tranchante qui les empêchait de ramper à l'intérieur. Cultiver ses propres fraises apporte tellement de joie quand on peut goûter des baies douces et mûres, qui proviennent directement de son propre jardin et qui sont totalement sûres. Ces minuscules pousses de fraises qui germent de la peau du fruit sont une preuve de la force vitale cachée dans chaque fruit que nous mangeons tous les jours. Une fraise n'est pas seulement un délice estival sucré, c'est un symbole d'une vie pleine d'énergie. La menthe. La menthe était appelée la plante immortelle par grand-mère, en raison de sa capacité à survivre et à pousser très vigoureusement à partir de petits morceaux de tiges qui ont l'air flétris. Grand-mère prenait des tiges d'environ 10 à 15 cm de long, retirait les feuilles inférieures et les mettait dans l'eau. Après seulement 3 à 4 jours, les racines poussaient très rapidement et la plante était prête pour un pot. La menthe fournit une réserve inépuisable de feuilles pour du thé parfumé, des salades ou des cocktails frais, de sorte que l'on n'a jamais à dépenser d'argent au magasin. Grand-mère devait toujours cultiver la menthe dans un pot pour garder les racines sous contrôle, car elles aiment s'étendre fortement et peuvent envahir d'autres plantes si elles sont plantées directement dans le sol. De plus, le fort parfum des feuilles de menthe aide à éloigner les fourmis et les souris lorsqu'elles sont dispersées dans les coins de la maison ou aux entrées. Un pot de menthe luxuriant sur le rebord de la fenêtre n'a pas seulement l'air frais, c'est aussi une petite pharmacie domestique précieuse pour la santé de toute la famille. La ténacité de la menthe est toujours une inspiration pour les personnes qui commencent tout juste à jardiner. Les fans de carottes. La partie supérieure d'une carotte est généralement jetée, mais grand-mère l'a conservée pour faire pousser de magnifiques feuilles d'herbe vertes et nutritives pour les repas. Elle plaçait la surface coupée de la tête de carotte dans un bol d'eau peu profond. Lorsque les feuilles poussaient vigoureusement, elle mettait la plante en terre pour qu'elle puisse continuer à pousser de manière luxuriante et haute. Bien qu'aucune nouvelle racine de carotte ne pousse sous terre, les têtes de carotte fournissent des feuilles vertes comestibles avec un léger parfum d'herbe, parfaites pour garnir ou ajouter aux salades. Lorsque la plante fleurissait, elle récoltait les graines pour la saison suivante, s'assurant ainsi que la vie continuait de manière durable et économisant de l'argent pour les semences. En particulier, les feuilles de carotte hachées dans le compost aident à accélérer la décomposition, car elles ont une teneur en azote très élevée, ce qui rend l'engrais organique du jardin plus riche. Voir ces feuilles vertes pennées pousser à partir d'un petit morceau de racine apporte beaucoup de satisfaction et de joie à un jardinier. Faire repousser des têtes de carottes est une excellente façon de tirer le meilleur parti de chaque partie de la nourriture. Le jardin de grand-mère se passait autrefois complètement de produits chimiques ou d'engrais coûteux. Il n'y avait que de l'amour et un profond respect pour les plus petites choses. Ces astuces pour faire repousser à partir des déchets de cuisine sont un moyen pour nous de nous reconnecter avec la nature, de maintenir les valeurs traditionnelles en vie et d'économiser de l'argent pour notre foyer. Si vous avez encore une habitude ou un secret de jardinage transmis par vos grands-parents, veuillez le partager dans les commentaires afin que nous puissions préserver ces beaux souvenirs ensemble. Si cette histoire a changé votre façon de voir les déchets dans votre cuisine ou le potentiel de votre jardin, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer, planter l'avenir. Le prochain trésor sera bientôt ouvert.